Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ces chroniques Melsion pour l'entrepreneur tous les vendredis 10h30 en direct. Nous essayons de partager avec vous des idées qui nous semblent importantes, intéressantes à intégrer dans votre réflexion du week-end. Mais vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Et là, vous pouvez consommer ces chroniques comme vous le souhaitez, en podcast, en faisant du vélo ou bien simplement en prenant quelques minutes pour réfléchir. Et aujourd'hui, Damien va nous parler d'ordre et de désordre. Nous t'écoutons, Damien. The Je vais floor faire is yours. je vais faire tous les switches nécessaires. Toc, je suis jamais très super. Donc bonjour à tous. J'étais un petit peu, on va dire, confus quant au sujet de mes chroniques aujourd'hui. J'ai passé un peu de temps en Chine ce mois-ci. Euh, j'ai aussi écrit un premier jet de mini-biographie, notamment pour mes enfants. Et puis, l'actualité m'a ramené, en fait, à la dure réalité des choses. Et donc, j'ai réfléchi à un sujet qui est ordre et désordre, pouvoir et contre-pouvoir. Donc, bien évidemment, vous allez voir le raisonnement, le parcours, c'est le contexte international, évidemment, euh, les problèmes de pouvoir et de contre-pouvoir, à la fois dans le pouvoir américain et le pouvoir iranien, euh, mais aussi euh, quelle réflexion ça peut nous amener sur nos propres organisations, mais aussi sur notre comportement individuel. Donc, comme d'habitude, c'est des rencontres improbables avec différentes philosophies, tout ça pour nous amener à cette réflexion et à se poser des questions sur pouvoir et contre-pouvoir. Donc, je commence évidemment par provoquer un petit peu. Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu une habitude. Donc, la Trinité n'est pas si sainte que ça. Donc, vous reconnaissez les trois compères, les trois affreux Jojo. À gauche, les bombes et à droite, les colombes. Euh, pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai 25 ans de Scandinavie dans les bottes. Et donc, il y a un concept suédois qui est très intéressant, qui est le concept du logum, qui est en fait un équilibre. Et toute la question, c'est comment trouver un équilibre dans ce monde de tension. Il y a un piège qui est celui de la dualité. Donc, en fait, on va dire le monde, la cité nous pousse à choisir un camp. On analyse les situations avec des pouvoirs et des contre-pouvoirs ou dans des rapports de force avec évidemment la confrontation, la soumission. Donc on est souvent dans des jeux à somme nulle. Mais il y a plusieurs philosophies, plusieurs approches qui nous invitent à réfléchir à ce qui nous entoure, à ce qui nous arrive, avec un angle un peu différent. Donc la première évidence, c'est celle de l'équilibre avec le yin et le yang. Donc la dualité n'est pas une opposition, mais c'est plutôt une complémentarité. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est que le pouvoir a bien évidemment d'être limité, a besoin d'être limité, pardon, pour ne pas s'autodétruire. Donc on réfléchit en termes de pouvoir, contre-pouvoir, d'harmonie et de danse, on va dire, entre les opposés. Toujours pour rester en Extrême-Orient, donc il y a la voie du Dao, qui est de se dire, on va suivre le flux naturel plutôt que le forcer, on va attendre pour observer la situation et voir comment elle se décante. Donc, c'est avoir une action qui est non agissante dans sa propre gouvernance, dans sa propre façon de se comporter. Pour être un peu plus précis sur la voie du Dao, donc le Dao, ça veut dire la voie. C'est la chose ou l'énergie qui régit toute chose dans l'univers. Et c'est aussi ce qui régit, en fait, le yin et le yang qu'on vient voir. Donc, le Dao ne choisit pas, il réussit à combiner et à embrasser les opposés. Et dans cette approche-là, il y a le Wu Wei que j'ai évoqué précédemment, qui est celle du non-agir. On agit en fonction de là où, on va dire, le Dao, la force invisible va, pour ne pas avoir besoin de forcer. Comme l'eau qui confronte un rocher sans avoir besoin de l'affronter. Une première application entrepreneuriale, c'est savoir quand il faut laisser les forces, donc le marché, les équipes, les concurrents, s'équilibrer d'elles-mêmes, plutôt que de chercher un contrôle absolu. Ceux qui me connaissent un peu sachent aussi que c'est un grand dada. J'ai quelques années de jésuite derrière moi, mais je trouve que c'est quand même aussi intéressant, c'est de se dire comment choisir, comment se positionner entre ces forces, comment trouver la bonne direction. Et en ça, quelles que soient, je dirais, nos opinions, quelles que soient nos croyances ou nos foi, Saint Ignace, c'est quand même un grand maître, le grand maître du discernement et le grand maître du choix.
Pour quelques références, donc Saint Ignace, c'est quelqu'un qui marchait beaucoup avec ses disciples ou ses frères, et il a pondu un bouquin qui tourne autour du discernement. Et il y a deux choses importantes. Il y a des choses importantes dans le discernement. C'est très pratiquement, très concrètement, il y a les grands exercices qui sont un mois en silence, où on est guidé pour faire des choix, généralement des choix de vocation, avec des méthodes quand même très claires. Par exemple, se mettre dans une situation ou dans une position d'indifférence totale, c'est-à-dire quelle que soit on va dire la solution au problème, donc la voie A ou la voie B, arriver à se mettre dans un état spirituel ou un état intérieur où on est indifférent à ce qui peut arriver pour pouvoir être totalement libre au niveau de son choix. Alors, le concept du lagum, c'est intéressant, je connaissais le nom, mais je ne savais pas vraiment d'où ça venait. Ce que dit la légende, en fait, c'était une façon pour les Vikings de partager la bière. Donc, il y avait une chope de bière qui tournait autour de la table. Et donc, on avait le droit de boire, mais il fallait en boire juste ce qu'il fallait pour qu'il en reste suffisamment pour ceux qui venaient derrière. Donc, c'est ce concept de juste ce qu'il faut, ni trop peu, avec un équilibre parfait et simple appliqué au pouvoir. Donc, c'est très scandinave, mais ça donne une certaine justesse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, c'est que c'est possible, en fait. Il y a des humains qui arrivent à faire ça dans leur culture. Ce n'est pas forcément évident dans des cultures, on va dire, plus septentrionales, mais ça existe, c'est possible. Un aperçu très rapide, j'ai creusé un peu les choses, mais la façon dont les rapports et les pouvoirs politiques sont organisés, on va dire entre les États-Unis, l'Israël et l'Iran, j'ai pris comme hypothèse que le système israélien n'était pas très éloigné du système américain. Donc c'est un système de check and balance. Donc il y a des pouvoirs et des contre-pouvoirs qui doivent normalement s'équilibrer. En Iran, c'est pas du tout organisé comme ça. En tout cas, on va dire dans le régime théocratique, c'est plutôt une organisation très centralisée, très hiérarchisée et très verticale. À la fin de la journée, il y a un mec qui décide et les autres s'alignent ou exécutent. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que la guerre ou le conflit dans lequel on est permet de révéler à la fois les dévoiements et les déséquilibres et le risque de chacun de ces systèmes. Donc, en clair, dans les systèmes américains ou occidentaux où il y a des contre-pouvoirs, si ces contre-pouvoirs ne sont plus en place, on aboutit à des aberrations, à la fois au plan domestique et au plan international. Donc ça, c'est pour les États-Unis et Israël. Et sur l'Iran, la question aujourd'hui, bien évidemment, c'est celle de la continuité du régime, d'une part, mais d'autre part aussi, est-ce que l'analyse des Occidentaux par rapport à ce régime est correcte? Mon hypothèse, c'est qu'elle n'est pas correcte parce qu'on on projette, on estime qu'ils vont fonctionner comme nous, alors que la pérennité du système est organisée de façon totalement différente à celle qu'on connaît en Occident. Évidemment, pour parler de dévoiement, je parle de la Trumparchie. Donc, aujourd'hui, Trump, je pense que c'est quelqu'un qui cherche le pouvoir à tout prix. Tout est santé pour lui. Bon, vous avez bien vu que la photo à gauche vient d'une de ses photos ou de ses vidéos qu'il a publiées après qu'il y ait eu des manifestations contre lui. Et on voit bien où peut conduire l'érosion des institutions au profit et à son propre profit, à la fois corruption, enrichissement, mais aussi des excès, je pense politique étrangère et aussi politique domestique, sans rentrer dans les détails. Pour rentrer dans les choses un peu plus positives, ceux qui me connaissent savent aussi que j'ai fait un petit passage chez L'Oréal. Chez L'Oréal, il y a une culture qui est très forte, qui est celle de confrontation. Donc, on va dire la confrontation créative. Le meilleur exemple, c'est la salle des confrontations. Donc, à Clichy, il y a une salle des confrontations où on invite des parties a priori opposées à trouver des solutions. L'exemple le plus classique, c'est le marketing et les ventes. Il y en a qui veulent faire de l'argent et toucher leurs primes, et il y en a d'autres qui veulent promouvoir une marque. Donc tout l'enjeu de ces réunions, en fait, c'est sortir du jeu à somme nulle pour aboutir à des solutions créatives. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de L'Oréal pour 2025, mais ça marche plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va passer d'un conflit à une non-dualité productive. En fait, on arrive à combiner
à mettre en harmonie en fait les opposés pour aller plus loin. Donc toute la question en fait qui vient se poser à nous à travers ces différents exemples, c'est comment est-ce qu'on peut créer des structures qui s'autorégulent à l'intérieur de nos organisations, de nos entreprises, en ayant en tête que le contre-pouvoir n'est pas un frein et c'est un garde-fou qui est plutôt bienveillant, qui permet en fait de trouver des solutions harmonieuses, pertinentes, souvent créatives, en dehors de si c'est avec une seule personne qui décidait. C'est la même chose au niveau individuel. C'est comment est-ce que je peux gérer mon propre pouvoir intérieur, quels sont les contre-pouvoirs, quelles sont les limites auxquelles je dois être sensible. Donc là, j'ai pensé à tout ce qui est intuition, fatigue, éthique. Qu'est-ce qui encadre mon propre comportement et me permet d'avoir des décisions qui sont équilibrées et mesurées. Les questions qu'on peut se poser aussi dans le cadre d'une confrontation, c'est quels sont mes objectifs aujourd'hui? Est-ce que je souhaite gagner, donc imposer mon point de vue, ou est-ce que mon objectif, c'est de trouver un accord, faire en sorte que toutes les parties arrivent à travailler ensemble? Je pense que ça se pose souvent dans des questions de management ou dans des questions de direction, tout simplement. Et donc, une des questions, ou peut-être un des garde-fous, c'est toujours se poser la question, comment est-ce que je peux intégrer l'opposition pour pouvoir enrichir les décisions au sein de l'organisation dont j'ai la responsabilité. Une des questions que je me suis posée et que je vous partage, c'est ok, ça c'est bien beau, c'est bien joli, il y a peut-être une certaine candeur ou une certaine naïveté. Est-ce que tout ça tient, on va dire, dans des crises ou dans l'urgence? Donc, comment est-ce qu'on peut cumuler, on va dire, l'efficacité, la rapidité des décisions et en même temps garder cette ligne de conduite où il y a des contre-pouvoirs, il y a des garde-fous. C'est pas simple. Je dis pas que c'est toujours possible, mais c'est des questions quand même à évaluer. La question, c'est comment maintenir l'équilibre sous pression. En conclusion, j'ai envie de dire que le logum, donc cette quête de l'équilibre, cette quête de l'harmonie, cette capacité à combiner les opposés, c'est quelque chose qui s'exerce et qui s'exerce au quotidien. Et on voit bien que le pouvoir sans limite est une faiblesse et le contre-pouvoir est bien évidemment une force. On a évoqué ça avant d'en parler, on a d'un côté des gens qui sont dans un pouvoir illimité, soit parce que le système a été dévoyé, soit parce que le pouvoir est extrêmement centralisé. Et en face, il y a des gens qui trouvent quand même une voie pour dire non et être alignés sur des alternatives au conflit. Et ça, je trouve ça hyper intéressant dans un monde où il y a effectivement énormément de tensions, énormément de désordre. Il y a des gens, des personnes, comme le Premier ministre espagnol, qui disent non, non à ce désordre et qui réussissent, selon moi, donc c'est une vue très personnelle, à garder une certaine intégrité et une certaine lucidité. Un grand merci. Voilà. Allô, allô? Merci beaucoup. Oui, Patrick, tu es toujours muté. Merci Damien. Effectivement, nos deux chroniques vont se répondre aujourd'hui. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la tienne se focalise sur l'attitude intérieure, c'est-à-dire comment est-ce que, en tant qu'être humain, on peut se préparer à faire face à ce qui arrive, comment est-ce qu'on peut absorber le choc, le transformer et devenir résilient. Et donc, est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur ces méthodes ou ces pistes que tu peux recommander aux entrepreneurs pour développer un petit peu cet effet calme dans la tempête dans un premier temps, et puis ensuite cette capacité à finalement à continuer malgré les problématiques qui se posent? Le premier truc, c'est le DAO. Et je trouve ça, en tout cas, moi, c'est un chemin, hein, premièrement. Donc, il n'y a rien qui est jamais acquis et on n'est jamais à 100%, on n'est jamais arrivé. Mais je trouve qu'avoir cette capacité de se dire, oula, je vais le formuler différemment. Ne jamais confondre urgence et précipitation.
et toujours laisser les choses se décanter, parce qu'il y a toujours une voie qui va apparaître, qui n'est pas celle qu'on avait imaginée, mais pour autant, c'est celle qui est la plus saine et la plus facile à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la première chose. Je parle que de choses que je peux appliquer personnellement. La deuxième chose, je trouve qu'il y a une attitude vis-à-vis de l'altérité. C'est-à-dire accueillir l'autre dans sa différence, sans être dans le jugement, ni la projection. C'est de se dire, tiens, c'est marrant, j'ai en face de moi quelqu'un ou une organisation qui ne pense pas comme moi et qui ne voit pas les choses comme moi. Prendre le temps de comprendre en fait ce qui se passe en face de moi pour pouvoir enrichir ma vision de la situation et pouvoir aboutir à des situations que je n'avais pas envisagées auparavant. Voilà. La troisième chose, c'est, ou alors c'est peut-être un exemple hyper concret, non, c'est la matrice classique en fait entre ce qui est urgent, pas urgent, et important et pas important, qui permet aussi de se donner le temps et l'espace justement d'accueillir l'autre dans son altérité et de laisser la place au Dao. Voilà en gros mes 3 points. J'ai envie de raconter une anecdote quand même qui m'est arrivée récemment. Ah oui. J'arrive dans un de mes voyages récents, donc au mois de février, donc j'ai fait un voyage Paris-Istanbul, Almaty, Xi'an, Guangzhou. Et donc, moi, j'arrive en Chine, je savais qu'il y avait quand même des choses un peu particulières sur les modes de paiement, sur l'accès à Google et tout ça, mais je n'avais pas vraiment réalisé. Et donc, je me suis trouvé dans une façon un peu d'urgence où je ne pouvais pas payer, je ne pouvais pas téléphoner, je n'avais pas accès à mes messageries. Comment on fait concrètement? Rien de dramatique, hein, mais quelles étaient mes options pour pouvoir gagner du temps, pour pouvoir régler ça hyper rapidement. Donc concrètement, je ne pouvais pas payer et je ne pouvais pas réserver d'hôtel, donc c'est mon client qui a réservé pour moi. Concrètement, c'est mon client qui m'a passé un VPN pour pouvoir avoir accès à tous mes moyens de paiement et de télécharger les bonnes applications, donc en clair WeChat et autres Alipay. Et donc ça veut dire qu'en 12 heures, en fait, j'ai tout réglé. Mais ceci étant, il m'est arrivé pas un moment de panique, mais comment est-ce que je fais pour régler ce désordre-là sans pour autant paniquer, stresser et me dire ah, merde, je suis totalement perdu, quoi. Donc il y a toujours c'est peut-être dans cette situation-là une apologie aussi de la créativité, c'est-à-dire que pour gérer cet ordre et ce désordre, l'alignement et la paix intérieure permettent de trouver des solutions généralement créatives et auxquelles on n'avait pas pensé avant. Voilà, en gros, ma réponse. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ça résonne beaucoup puisque tu le sais, moi, il y a quelques semaines, j'étais à ta place, mais la veille au soir, j'avais préparé, téléchargé les applications, compris qu'on pouvait mettre une carte bancaire occidentale, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et donc, je suis allé moi-même faire moins loin que toi, au cœur de la Chine, mais un petit voyage où j'ai refusé qu'on m'accompagne. D'habitude, on vient me chercher, on m'emmène, donc je chouchoute et tout va bien. Là, je me suis dit, je vais arriver jusqu'au bureau de l'entrepreneur que je vais voir tout seul. Et figure-toi que tout s'est bien passé. Je suis arrivé tout seul jusqu'au pied de l'immeuble. Et là, au pied de l'immeuble, pas de plaque avec les noms de société. 2 gros ascenseurs industriels, que l'activité industrielle se fait en étage hein, en Chine. Et, et là, enfin parfois, et là, obligé de lui téléphoner quand même pour lui demander à quel étage il était. Mais tu as raison, il y a toujours, lorsqu'on voyage, cette capacité à être surpris, à se retrouver, à devoir chercher des solutions. Je trouve que euh, c'est une très bonne allégorie pour ce qui se présente à nous en ce moment. On est dans un monde incertain, volatile, ça c'est clair, et malgré tout ça, il faut prendre des décisions et essayer d'emmener ses collaborateurs et ses entreprises dans la direction la moins dangereuse possible. J'ai envie de rajouter 2 choses. Je pense qu'on a on ou j'ai ou nous avons un certain devoir vis-à-vis, on va dire, des autres humains, de ne pas être propagateur de désordre,
Et ce que je dis là, c'est qu'en fait, ma croyance, c'est que mon propre alignement peut contribuer en fait à un certain alignement, et donc c'est aussi on va dire ma propre quête et un devoir vis-à-vis d'autrui. C'est pas quelque chose qui est égoïste, et ça c'est important. J'ai une autre anecdote. Après, c'est vraiment un peu plus profond. Il était 10h du soir, donc en Chine, à Guangzhou. 10h du soir, j'ai faim, j'ai pas envie de me taper un resto. Mais j'avais vu qu'il y avait un 7-Eleven. Je me pointe au 7-Eleven, il est complètement illuminé, donc a priori ouvert, mais porte close et il n'y a personne à l'intérieur. Je fais quoi? Arrive un ouvrier qui, évidemment, ne parle pas anglais, moi je ne parle pas chinois. Le mec me dit, mais il faut que tu scannes ton truc. Donc là, je mets mon WeChat devant le truc, je télécharge un mini-programme. Au magie, Sésame, ouvre-toi, la porte s'ouvre. Je fais mes achats, je paye à la caisse avec mon Alipay, tout va bien. Je sors à nouveau avec un scan. Là, je rentre à ma chambre et sur le chemin, je croise un employé de l'hôtel. Elle me dit, mais c'est ton dîner, ça? Elle me dit, mais il y a un resto à 10 minutes. Elle me dit, passe-moi ton WeChat. Et donc là, elle me scanne mon QR code. 10 minutes après, elle m'envoie l'adresse du restaurant et la carte pour y aller. Et là, j'ai halluciné à la fois sur la fluidité technologique de la Chine, mais aussi la façon dont les choses se résolvent de façon totalement différente que ce que j'aurais pu imaginer ou envisager dans un contexte européen. Et donc ça, c'est vraiment... je pense que si c'est aussi dans le désordre apparent, il y a... Et là encore, ça revient un peu à la voie du Dao, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais il y a des voies toutes simples qu'on n'a pas forcément la possibilité d'envisager, mais qui sont néanmoins possibles quand on est prêt à les accueillir et qu'on prend un peu de temps pour les accueillir. C'est mon dernier.